Les fables de Khalil Aydemna ont été à la base, avec deux autres textes majeurs, elles étaient à la base de la naissance d'un autre genre littéraire, qui est aussi un genre politique, qui s'appelle Les Miroirs des Princes. Alors ces trois textes, on peut les mentionner rapidement. Il y a le Testament d'Ardashir. Ardashir, c'est un roi sassanide du IIIe siècle, donc presque contemporain, un contemporain de Bidpai, justement, l'auteur des fables, qui a légué à son fils Shapur des maximes relatives au gouvernement de l'Empire. L'Empire sassanide à l'époque était complètement disloqué, donc en petit royaume, et Ardashir va unifier par la guerre, donc en faisant la guerre aux différents princes, donc il va unifier le royaume perse et centraliser un peu le commandement. Et puis parallèlement, donc il va rendre compte justement de cette action dans son testament, enfin, donc à travers une méditation sur la question de l'unité, de la division. Et parmi les choses les plus importantes, justement, il y a beaucoup de réflexions sur le rapport entre politique et religion, l'État et la religion, et puis le statut de la religion au sein de l'Empire. Donc, puisque Ardashir était le témoin d'une grande effervescence religieuse, par exemple le manichéisme, la prédication de Mani était née à cette époque-là, enfin un peu plus tard, mais en tout cas il y avait un climat d'effervescence religieuse qui a fait que Ardashir était conscient de l'importance de méditer sur le rapport entre la religion et l'État. Et donc nous trouvons pas mal de maximes de cet ordre-là dans son texte. Et c'est capital d'ailleurs parce que ça sera repris dans cette tradition des Miroirs des Princes. Ensuite, les autres textes sont les lettres d'Aristote à Alexandre, qui vont influencer cette tradition des miroirs, notamment à travers disons, la relation entre le prince et le philosophe. Aristote est considéré comme un conseiller, comme un ministre d'Alexandre le Grand, donc c'est un peu le rôle du savoir dans la formation du prince d'un côté et puis dans le gouvernement d'un autre côté. C'est-à-dire vous avez quels sont les savoirs utiles pour éduquer le prince, pour en faire quelqu'un de vertueux, de capable justement de diriger son gouvernement, de réaliser certaines finalités, certaines attentes de la part des gouvernés, et puis quels sont les outils justement d'administration qu'il faut mobiliser pour rendre prospère un État, pour rendre heureuse une population. Voilà. Donc c'est un peu le rôle des savoirs et dans leur lien avec les pouvoirs. Le troisième texte, donc, qui est Khalil Aydemna, reprend un peu ces thématiques, enfin il les aborde, mais sous d'autres angles. Par exemple, la question de la religion est présente, mais de manière un peu plus diffuse et surtout parce que l'islam en tant que tel n'est pas nommé en fait en tant que religion. Donc c'est une réflexion sur la spiritualité d'une manière générale, avec beaucoup d'emprunts à l'hindouisme, au bouddhisme, donc à une spiritualité un peu large, disons, hein, qui n'est pas du tout cantonnée à la religion de l'islam. Les questions aussi du rapport entre savoir et pouvoir sont là, puisque nous sommes dans la même configuration qu'avec Aristote et Alexandre, puisque nous sommes avec un philosophe qui est Bidpai et un roi qui était mauvais au départ, qui s'appelle Dabshalim, et donc qui sera corrigé par le travail justement de Bidpai, le travail du philosophe. Et tout cela arrive dans cette tradition des miroirs qui émerge vers le 8e, 9e siècle, dans le cadre de ce qu'on appelle la littérature de l'adab. L'adab, c'est un peu les règles de la conduite, donc les règles permettant à l'individu de se conduire, de bien se conduire. Et c'est un terme polysémique qui désignait aussi la culture de l'honnête homme, les savoir-faire. Ça désignait aussi les maximes, donc on peut parler aussi de l'adab dans le sens de maxime, maxime de sagesse, mais aussi maxime de conduite. Il y a aussi le sens de belles lettres. L'adab, c'est aussi, disons, la somme de belles lettres qu'un individu devrait connaître afin de pouvoir justement fréquenter les autres dans le cadre de salons, dans le cadre de ces sociétés de savants, de ce cercle qui se sont formés à partir de la fin des Omeyyades ou au début des Abbassides. Et ce sont notamment des cercles de secrétaires ou bien de conseillers politiques, d'hommes qui fréquentaient donc les milieux du pouvoir. Donc
cette littérature des miroirs des princes, et justement, prend le nom de Adab Sultaniya ou bien de Adab al-Muluk, c'est-à-dire les règles de la conduite du pouvoir politique ou bien les règles de la conduite des rois. Et nous voyons, ne serait-ce qu'à partir de l'appellation, nous voyons justement cet aspect éthique, disons, de philosophie morale, de philosophie politique. En fait, vous avez donc un accent qui est fortement mis sur l'éthique, donc comment se conduire soi-même et puis comment conduire les autres. Et l'éthique, bien sûr, c'est quelque chose de fondamental parce qu'elle se caractérise par son immanence, c'est-à-dire l'individu devrait intérioriser lui-même les règles, devrait être lui-même convaincu de la validité des règles. Il n'a pas besoin d'une culture religieuse qui lui enseigne que telle ou telle action est bonne. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et on avait une éthique relative au gouvernement de soi et au gouvernement des autres qui est consignée dans ces traités. Après, bien sûr, il y a d'autres aspects qui relèvent de la pure administration, donc des institutions, donc la question des impôts, la question du trésor, la question des taxes, la question du pouvoir judiciaire, de la nomination des juges, de la diplomatie, de la guerre et de la paix. Donc tous les chapitres un peu qui sont présents dans les traités de gouvernement, eh bien, sont abordés, enfin, ou sont plus ou moins présents à des degrés divers dans la littérature des miroirs des princes. Mais le fond et la base, c'est cette question de gouvernement de soi et des autres que je viens d'indiquer.